la recherche. Nous avons autour de la table, je vais commencer par Marie-Claude Potier, le docteur Potier qui est à ma droite, qui a été pendant très longtemps président du conseil scientifique de la Fondation Jérôme Lejeune. Marie-Claude est une spécialiste en physiopathologie des maladies neurologiques et elle s'est spécialisée depuis 30 ans sur la trisomie 21. Elle est directrice de recherche au CNRS et co-responsable de l'équipe maladie à l'ICM. C'est une personne éminente qui nous accompagne depuis fort longtemps et moi, je voudrais commencer par remercier pour sa fidélité, sa loyauté, mais aussi par toute la profusion d'idées qu'elle a et qui nous permet vraiment d'avancer avec des conseils très avisés de la part du docteur Potier. Et puis à droite du docteur Potier, nous avons la joie d'accueillir le docteur Daniela Balduino, qui est chercheuse titulaire d'une bourse postdoctorale de la Fondation Jérôme Lejeune, qui travaille dans les équipes du docteur Potier et qui nous racontera l'objet de sa recherche. Alors, à ma gauche, vous connaissez peut-être Catherine Lemonnier, qui est donc directrice de la recherche à la Fondation Jérôme Lejeune depuis maintenant 6 ans. Catherine vient du monde de l'industrie, des laboratoires, et elle a une pensée qui est très générale, une vision qui est très générale des choses. Elle nous apporte des procédures, des méthodes qui nous permettent de faire des choix, qui nous permettent d'affiner notre stratégique et de conduire notre plan d'action. Et puis, à la gauche de Catherine… Bonsoir Thierry. Je vous présente donc le docteur Rebillat. Le docteur Rebillat est venu rejoindre la Fondation Jérôme Lejeune il y a maintenant 6 ans, et de manière très originale, puisque le docteur Rebillat a créé à l'Institut Jérôme Lejeune la première consultation de gériatrie. Et c'est une consultation qui fonctionne extrêmement bien, qui répond aux demandes des familles, à tel point qu'une quelque sorte succursale a été ouverte il y a quelques mois de cela à Nantes pour répondre avec plus de proximité aux besoins des familles et des patients. Voilà, donc après cette petite présentation très générale de ces personnes, de ces chercheurs qui sont autour de la table à votre écoute, puisque vous aurez tout loisir de leur poser à partir de 18h20 les questions qui vous semblent bonnes. Notre webinaire va durer en présentation jusqu'à 18h20 et on va s'ouvrir à partir de ce moment-là à effectivement ce jeu attendu de questions-réponses. Alors, pour poser vos questions, je vous suggère d'utiliser l'outil, le petit atelier questions-réponses qui se trouve sur votre écran webinaire, de faire remonter vos questions de la manière la plus simple possible. Et si vous voulez destiner votre question à une telle ou à une telle, s'il vous plaît, de le préciser. Voilà. Alors maintenant, je vais dire 3 petits mots de la recherche de la Fondation Jérôme Lejeune, 3 petits mots généralistes. Je m'appelle moi-même Thierry de la Villejégu et je suis directeur de la Fondation depuis maintenant 13 ans. Et en 13 ans, je dirais que les recherches ont fait des bonds considérables, des avancées considérables, qu'aujourd'hui, la recherche n'est plus du tout ce qu'elle était il y a encore 13 ans, et on voit très bien que la recherche ne cesse d'ouvrir des bonnes nouvelles, d'attirer des talents nouveaux, de proposer des voies stratégiques nouvelles, de se rapprocher
des perspectives thérapeutiques. Il y a une sorte d'ébullition, non seulement chez nous en France, qui est un pays qui par tradition fait de la recherche sur la trisomie, mais bien au-delà des frontières françaises. Et Marie-Claude, tu pourras peut-être nous en dire un mot parce que tu connais très particulièrement cette perspective internationale. Alors pourquoi la Fondation Jérôme Lejeune fait-elle de la recherche? Elle fait de la recherche parce que Jérôme Lejeune lui-même était chercheur. Comme vous le savez sûrement, il a eu d'abord une vocation de médecin. Et en 1952, le professeur Turpin lui a confié une consultation de personnes, de patients, qui, en fin de compte, n'étaient traités par aucun service. Il s'agissait à l'époque de ce qu'on appelait les Mongoliens. Et très rapidement, le docteur Lejeune s'est passionné pour ces sujets. Et non seulement il a développé tout son savoir de jeune clinicien avec beaucoup de talent, mais aussi il a voulu en savoir plus sur l'origine de cette pathologie. Et puis quand effectivement la découverte de la présence d'un troisième chromosome sur le chromosome 21 a été faite, il s'est dit, puisqu'on connaît maintenant la cause de la maladie, on va essayer de traiter cette cause et apporter des solutions thérapeutiques. De son vivant, c'est-à-dire jusqu'en 1994, il a fait des observations, il a tenté des expériences, mais en 1994, à sa mort, il était très attristé de quitter ses patients sans avoir pu trouver de traitement. Mais en quelque sorte, le vœu qu'il a formulé à ses amis et à sa famille à cette époque, c'était de dire continuez. Même si nous n'avons pas trouvé, même si c'est plus compliqué que nous le pensions, nous devons pouvoir y arriver. Il avait une formule très imagée, il disait il est plus difficile d'envoyer un homme sur la Lune que de trouver une solution, un traitement pour la trisomie 21. Et je dirais que l'histoire lui donne raison, puisque entre sa mort en 1994 et donc aujourd'hui, il y a eu une aventure de la recherche extrêmement riche, extrêmement fructueuse. Et c'est maintenant ce dont on va parler en s'attachant plus particulièrement aux projets stratégiques, aux perspectives stratégiques de la Fondation Jérôme Lejeune, des perspectives, une stratégie qui est évidemment faite avec un comité stratégique et avec un conseil scientifique. Et permettez-moi maintenant, bien entendu, de laisser la parole à mes maîtres en sciences. Et peut-être vous, Catherine, je me tourne vers vous. Donc, je vous rappelle que le docteur Lemonnier est notre directeur de la recherche, qu'elle a une formation en pédiatrie et en génétique, et elle a plus de 25 ans d'expérience en recherche clinique au sein d'industrie pharma. Docteur Lemonnier, chère Catherine, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qu'est la stratégie recherche de la Fondation Jérôme Lejeune? Merci Thierry. Donc effectivement, le but à mon arrivée était d'élaborer et de remettre à jour la stratégie recherche. Et finalement, parce qu'effectivement, une recherche dans une fondation comme la Fondation Jérôme Lejeune ne peut se faire qu'avec une stratégie de recherche qui nous donne des objectifs et qui nous donne un fil conducteur. Donc en fait, cette stratégie de recherche est basée sur un principe, c'est-à-dire que la recherche est totalement dévolue aux patients. Donc, cette recherche va être à court, moyen ou long terme, dévolue aux patients et se poursuit dans l'esprit dans lequel l'avait réfléchi initialement le professeur Lejeune lors de son activité avant son décès. Et au cours de cette stratégie, nous avons décidé que les points essentiels étaient de prévoir tout ce qui pouvait mener à un développement thérapeutique, développement d'un traitement ou d'options thérapeutiques qui pouvaient faciliter, améliorer la vie des personnes avec trisomie 21, que ce soit des enfants ou que ce soit des adultes.
Et ensuite, nous avons aussi défini qu'il fallait, dans cette stratégie, définir des biomarqueurs, c'est-à-dire que nous devions caractériser effectivement les marqueurs des moyens de progression, de suivi de la pathologie et qui permettra après ça d'évaluer et de suivre un potentiel traitement ou des activités de suivi des patients. Mais pour cela, en fait, on se rend compte qu'effectivement, ces chercheurs qui vont travailler sur la trisomie 21, il faut leur faciliter la vie, il faut les attirer vers la recherche. Et pour nous, ça c'est essentiel et ça représente une de nos principales activités, c'est d'attirer de par le monde des chercheurs dans le domaine de la trisomie 21. Et pour ça, on s'aide aussi d'un concept que nous appelons la pathologie croisée. Ce sont des pathologies qui surviennent à la fois dans la population générale et dans la population avec trisomie 21. Et on peut voir là sur la slide que vous avez devant les yeux que beaucoup de pathologies sont associées à la fois dans la population générale et dans la population trisomique. Un modèle excellent est la maladie d'Alzheimer, où on peut dire que plus de 95-97%, et Anne-Sophie le confirmera tout à l'heure, vont développer, des personnes trisomiques vont développer au cours de leur croissance une maladie d'Alzheimer dans la vie adulte. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est très important pour nous aussi pour attirer des chercheurs, parce qu'à ce moment-là, des chercheurs peuvent travailler pendant quelques années sur la maladie d'Alzheimer ou sur l'autisme et aussi venir travailler pendant quelques années sur la trisomie 21. Et donc, ça leur donne un axe de développement supplémentaire dans leur recherche générale. Donc, nous, effectivement, comment on encourage ces chercheurs, la slide suivante, on encourage ces chercheurs avec, effectivement, on les met en lien, donc on promeut aussi des réunions, des groupes de chercheurs ensemble et effectivement, on sponsorise avec l'aide du conseil scientifique des projets de recherche. Et là, vous pouvez voir où sont situés nos projets de recherche et vous pouvez voir qu'il y en a partout dans le monde. Il y en a beaucoup aux États-Unis, il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Australie, il y en a particulièrement en Europe, des chercheurs, des projets de recherche. Et depuis 1997, plus de pratiquement 800 projets ont déjà été sponsorisés par la Fondation Jérôme Lejeune et cela tend à promouvoir, à faire grandir la recherche essentiellement sur la trisomie, mais aussi sur d'autres pathologies avec des déficits intellectuels d'origine génétique. Et nous faisons aussi d'autres actions pour promouvoir cette recherche. Et là, effectivement, vous pouvez voir des beaux visages de chercheurs, de jeunes chercheurs qui, effectivement, ont été les lauréats de bourses postdoctorales que nous avons mis en place depuis 2017. Et ces chercheurs, en fait, ont déjà un beau background. Ils ont eu, effectivement, passé leur thèse en docteur ès sciences. Et après ça, ils continuent leur programme sur des pathologies, essentiellement de la trisomie, pour les chercheurs que nous sponsorisons et ils continuent et nous sponsorisons pendant 2 ans leur recherche et Marie-Claude Potier en parlera tout à l'heure et particulièrement Daniela et merci beaucoup d'être là ce soir et vous allez parler un petit peu de l'opportunité que vous avez eue grâce à la Fondation Jérôme Lejeune de promouvoir, de faire de la recherche. Et donc, effectivement, depuis 2017, nous avons déjà sponsorisé 16 jeunes chercheurs qui, effectivement, travaillent grâce à la Fondation Jérôme Lejeune. L'investissement, effectivement, vers quoi on veut aller? On veut aller donc effectivement vers un traitement dans les années à court, moyen ou long terme. Et pour faire un traitement, il faut d'abord déjà trouver des cibles thérapeutiques. Et pour trouver des cibles thérapeutiques, c'est-à-dire là où pourrait agir de façon spécifique un traitement, il faut trouver des moyens, des modèles. Et pour cela, la Fondation Jérôme Lejeune aide aussi à définir des modèles animaux, essentiellement des souris et des rats, et d'autre part à définir des modèles de cellules effectivement qui sont dérivées essentiellement de la peau, donc suite à des biopsies de peau ou suite à des développements de cellules sanguines, et effectivement pour amener à des cellules pluripotentes et voire même dans le maximum de la technologie à l'heure actuelle, c'est de développer des organoïdes qui sont des petits organes qui à ce jour sont des organes spécialisés, spécifiques du cerveau par exemple, et qui sont des très beaux moyens d'étude qui dérivent par exemple de cellules de la peau de personnes trisomiques, donc c'est un très beau moyen et Marie-Claude pourra en reparler aussi tout à l'heure parce qu'elle est aussi une grande spécialiste.
Parallèlement à ça, donc, nous avons deux beaux projets de développement thérapeutique. Nous en avons un sur deux gènes qui sont surexprimés dans la trisomie 21 parce qu'ils sont situés sur chacun des 3 chromosomes. Et nous avons deux développements de molécules qui vont aller inhiber l'enzyme qui découle de la traduction de ces gènes. Et donc, nous avons deux exemples sur un gène qui s'appelle le DYRK1A et un autre gène qui s'appelle le CDPS. La slide suivante. Sur le DYRK1A, donc effectivement, c'est une protéine et on sait que cette protéine agit effectivement dans les troubles cognitifs liés à la trisomie 21, mais aussi agit dans la neurogénèse, agit effectivement dans les leucémies, par exemple, et on sait qu'il y a un lien entre la leucémie de la trisomie 21 et les leucémies de la population générale, agit dans la neurodégénération, et on sait les liens entre la trisomie et la maladie d'Alzheimer. Diapo suivante. Et le deuxième, et donc là où en est la personne qui conduit ce projet, qui s'appelle Laurent Meyer, avec beaucoup d'autres chercheurs, dont effectivement l'équipe de l'ICM avec qui travaille Marie-Claude et beaucoup d'autres chercheurs, donc sur cette enzyme DYRK1A et la recherche d'inhibiteurs de DYRK1A. Donc le Laurent Meyer, avec son laboratoire à Roscoff, en Bretagne, en est à un stade préclinique. Ça veut dire qu'on peut estimer que dans les 12 à 24 mois, nous pourrons commencer les premières études chez le volontaire sain pour tester la molécule qui a été définie par Laurent Meyer. Le deuxième exemple est l'exemple sur le CBS. Le CBS est un gène qui est aussi situé sur le chromosome 21, qui permet la formation d'une enzyme. Et on sait que lorsque cette enzyme est surexprimée, cette enzyme entraîne la libération d'un gaz qui est toxique au niveau de la cellule des personnes trisomies. Et cette enzyme est donc pour nous une très belle cible d'inhibition. Et nous travaillons pour cela avec l'Université de Fribourg et le professeur Zabak Zabo, et nous en sommes à la recherche d'une molécule, à la définition d'une molécule qui va pouvoir se fixer directement sur la cible et ensuite pouvoir être analysée et pouvoir faire suivre le développement préclinique habituel de développement d'un médicament. Donc, c'est deux beaux exemples qui montrent effectivement que nous travaillons beaucoup avec des thèmes, avec des objectifs qui sont à moyen, long terme, mais aussi à court terme. Et donc là, nous travaillons en fait avec une petite équipe au sein de la Fondation, la slide suivante. Finalement, nous sommes 3 au niveau de la Fondation. Et bien sûr, nous travaillons avec tout le conseil scientifique qui est composé de 28 membres qui effectivement nous aident au quotidien, régulièrement, pour aller expertiser tous nos projets, car tous nos projets sont expertisés avant la mise en place, à mi-terme, après la complétion du projet. Ils sont tous évalués et vraiment, ce qui nous donne finalement des projets qui sont très solides et effectivement dont on peut assurer qu'ils sont conduits dans des bonnes conditions et par des bonnes équipes. Voilà globalement ce que nous faisons. Merci, docteur Lemonnier. Je voudrais indiquer très rapidement une des particularités de la galaxie Lejeune, c'est que, bien entendu, Jérôme Lejeune, c'est également un institut que beaucoup d'entre vous connaissent, et que cet institut est en quelque sorte une extraordinaire école médicale. Beaucoup de connaissances médicales y ont été accumulées. Et puis, il y a évidemment une cohorte de plus de 11 000 patients. Ce qui fait que nous disposons, pour la recherche de la Fondation Jérôme Lejeune, de patients bénévoles qui sont, et de leurs familles, qui sont extrêmement intéressés par les recherches que l'on y mène, qui sont toujours extrêmement disposés à se laisser inclure dans des projets et dans des programmes. Ça, évidemment, c'est une particularité qui nous est propre. 11 000 patients, des jeunes, des adultes, des plus âgés, qui offrent un extraordinaire champ, je dirais, non seulement de connaissances, mais également d'exploration scientifique. Et puis, une seconde particularité, richesse de la recherche de Jérôme Lejeune, c'est évidemment aussi cette databank qui s'appelle Biogel, qui a été accumulée au fil des ans et qui permet de recenser, de collecter les données biologiques de nos patients,
recoupées avec les données médicales, les observations médicales du corps médical. Et ça constitue en soi, là aussi, un outil de recherche extrêmement intéressant. J'en arrête là. Docteur Potier, donc j'ai déjà décliné un petit peu ton CV, toutes tes qualités. Je rajouterai que tu es membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie, de médecine, pardon, que par ailleurs tu es éditeur associé pour plusieurs journaux internationaux et que tu as été élue présidente de cette association savante qui s'appelle T21 Research Society pour les années 2024 et 2026. Ton concours à l'accumulation du savoir, des connaissances sur la trisomie 21 et sur la maladie d'Alzheimer, ton concours est considérable. Et je te laisse la parole pour que tu nous parles du champ d'exploration et de la stratégie postdoctorale. Qu'en penses-tu? Bien. Merci de cette invitation et l'opportunité de parler de la recherche sur la trisomie 21 qu'on effectue dans les laboratoires académiques grâce au soutien de la Fondation Jérôme Lejeune. Et vous comprendrez pourquoi quand Daniela va présenter son projet de recherche. La trisomie 21, j'ai commencé à mettre les mains à la pâte dans les années 90, au moment où on séquençait le chromosome 21. Donc ça a été une étape extrêmement importante puisqu'on a su quel gène se trouvait sur le chromosome. Et donc là, on a pu commencer à travailler sérieusement et à essayer de trouver tous les gènes qui étaient sur le chromosome 21 et qui pourraient participer à la physiopathologie de la trisomie 21. Donc ça a été vraiment une étape très importante, hein, l'année 2000, séquençage du premier chromosome humain, qui était le chromosome 21. On pensait que c'était le plus petit, mais non, le 22 est plus petit. Mais, on pensait que le 22 était plus petit, mais le 21 est plus petit. Et donc, ma recherche actuellement à l'Institut du cerveau au sein de la Salpêtrière, elle se concentre sur principalement deux grands sujets. Dans la trisomie 21, comprendre pourquoi les déficits intellectuels, les déficits cognitifs seraient liés à l'excitation-inhibition, à la balance excitation-inhibition qu'on trouve dans le cerveau. En fait, il faut comprendre que le cerveau, c'est des cellules qui sont très connectées entre elles. Certaines sont excitatrices, d'autres sont inhibitrices. Et ce qui est à peu près admis maintenant par la communauté scientifique, c'est que dans la trisomie 21, il y aurait un excès d'inhibition. Et donc, cet excès d'inhibition, on peut essayer de le corriger. Et une des façons de le corriger, c'est d'agir sur des récepteurs particuliers pour essayer de contrecarrer cet excès d'inhibition. Donc, on s'intéresse à cette hypothèse. On la développe de manière de plus en plus spécifique. Évidemment, on a des modèles animaux. On attire des physiologistes qui vont développer des outils de physiologie pour enregistrer la décharge des neurones, essayer de tester des molécules. Donc ça, c'est un projet qui avance vraiment. Évidemment, on peut penser que c'est assez simple, balance, excitation, inhibition, mais finalement, dans le cerveau, c'est très complexe. Et il ne faut pas aller tout inhiber, il faut vraiment aller taper dans des endroits où on veut très précis, où on voudrait que les choses soient faites de manière, disons, plus efficace. Donc, on essaye d'atteindre le cortex, l'hippocampe, qui sont deux régions qui sont très impliquées dans les tâches, les fonctions exécutives, dans la mémoire. Et l'idée générale, c'est pas tant de penser qu'in fine, on pourra corriger tous les défauts de la trisomie 21, mais au moins améliorer l'apprentissage et donner plus d'indépendance aux personnes porteuses de trisomie 21. Donc ça, c'est vraiment le but général. Donc ça, c'est le premier sujet. Donc c'est un sujet inhibition, ça s'appelle le GABA. Le GABA, c'est l'acide aminé, le neurotransmetteur inhibiteur du cerveau. Et on essaye de trouver des moyens de rectifier cette balance. Et le deuxième sujet, et là vraiment l'hôpital de la Salpêtrière est vraiment l'endroit pour le développer, c'est la maladie d'Alzheimer dans la trisomie 21, mais la maladie d'Alzheimer dans la population générale. Et là, évidemment, on est connecté avec les services cliniques pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, et puis la Fondation Lejeune, l'Institut Lejeune, et puis le Biogel, la ressource biologique de matériel et les cellules, pour développer des projets autour de
du facteur de risque qu'est la maladie d'Alzheimer, enfin qu'est la trisomie 21 pour la maladie d'Alzheimer. Et donc, dans ce cadre, on essaye, évidemment, tout le monde peut penser qu'il y a un gène du chromosome 21 qui s'appelle l'APP, qui produit la pathologie amyloïde dans la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est principalement 2 pathologies, cette pathologie amyloïde. Donc, dans la trisomie 21, il y a 3 copies de ce gène. Et donc, c'est des personnes qui, au cours de leur vie, vont fabriquer plus de cette pathologie. Alors, ce n'est pas pour ça qu'ils auront la maladie d'Alzheimer, puisque dans la population générale, en vieillissant, on a tous... moi, je pense qu'à mon âge, je dois avoir le cerveau un peu infesté de ces dépôts amyloïdes. Mais voilà, donc on essaye de comprendre ces phénomènes. Alors, vous direz pourquoi on comprendrait mieux dans la trisomie 21 alors que dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de traitement. Ça serait une bonne question. Mais on essaye d'avancer. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a eu des traitements essayés en clinique récemment qui n'ont pas encore donné beaucoup de résultats très positifs, mais on comprend et les essais cliniques, ça marche rarement du premier coup. Vous n'entendez pas parler très souvent de molécules qui agissent sur les maladies psychiatriques ou les maladies neurologiques, il y en a très peu. C'est très compliqué, mais il faut continuer parce qu'à chaque fois qu'on réalise un essai clinique, on apprend énormément de choses et donc il faut poursuivre les essais. Et donc, beaucoup d'essais cliniques dans la maladie d'Alzheimer, peu de réussite. Dans la trisomie 21, on a un peu plus de chance puisqu'on sait au moins que ce gène APP est surexprimé dans la trisomie. Donc, on peut essayer d'aller le moduler. Et il y a des essais cliniques qui sont en train de se monter actuellement de vaccination qui ont l'air d'être plutôt encourageants. Donc, nous, on est un peu en amont de tout ça, c'est-à-dire qu'on essaye toujours de comprendre les mécanismes très précis pour essayer d'agir au plus précis, au plus spécifique dans la pathologie. Et un des projets dans l'équipe que Daniela Balduino, donc, qui est postdoc dans mon équipe depuis septembre dernier, c'est de comprendre, Catherine vous parlait du gène DIRCA, qui est une des cibles dans la trisomie 21, une des cibles de l'Institut et de la Fondation Neuronne. Donc ce gène, il est impliqué dans les déficits cognitifs, mais il est aussi impliqué dans la maladie d'Alzheimer, puisque c'est lui qui va modifier des protéines qui vont ensuite former la pathologie Alzheimer. Et donc, une des questions qu'on se pose, qu'expliquera Daniela, c'est justement d'étudier le rôle de ce gène dans la maladie d'Alzheimer. C'est un rôle qui n'a pas encore été vraiment élucidé, non seulement pour comprendre son rôle dans la maladie d'Alzheimer, mais pour aussi se dire finalement que si un jour, Laurent Meyer, dans son entreprise Aroscope, qui a des inhibiteurs de DIRCA1, si ces traitements sont efficaces dans la trisomie 21, évidemment, il voudra les administrer à des personnes relativement tôt pour essayer d'améliorer la cognition, disons. Est-ce qu'un traitement à long terme sera aussi bénéfique dans le cadre de la maladie d'Alzheimer? Ça aussi, c'est un sujet qu'il faut comprendre. Donc, on essaye de se poser ces questions, d'y répondre. Ça, c'est le projet de Daniela actuellement. Et puis, on utilise évidemment tout un tas d'outils très importants, très modernes, auxquels on a accès dans mon institut, à l'Institut du cerveau à la Salpêtrière. Et donc, on met à profit toutes ces technologies qui nous permettent d'aller au plus proche des molécules. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir les mécanismes moléculaires et physiopathologiques pour mieux comprendre. On voit ce qui se passe dans la maladie d'Alzheimer où les traitements essayés n'ont pas encore eu un franc succès. On a fait 2 pas en avant, on fait 3 pas en arrière et on retourne un peu à nos éprouvettes pour essayer d'affiner, de mieux comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'à chaque fois, on apprend, hein, c'est comme ça, on avance, on recule, mais après, on saute un peu plus loin. Donc, on espère avancer de cette manière. Donc, je vais peut-être m'arrêter et je vais peut-être passer la parole à Daniela. Alors, Daniela, elle est d'origine brésilienne. Elle a fait sa thèse au Brésil, entre le Brésil et les États-Unis, où elle a travaillé aux États-Unis avec le professeur Alberto Costa, qui travaille sur la trisomie 21, qui est aussi papa d'un enfant atteint de trisomie 21. Et donc, elle a fait sa thèse là-bas et elle m'a contactée pour venir poursuivre en France. Et grâce à cette bourse de la Fondation Le Jeune,
elle a pu venir dans mon équipe et donc on a monté ce projet dont elle va vous parler. Et ce qui me permet d'expliquer pourquoi les bourses sont si importantes, parce qu'un projet scientifique, ça ne se fait pas qu'avec du matériel. Évidemment, il faut du matériel, il faut de l'argent pour ce matériel, mais aussi il faut des personnes compétentes. Et ces personnes-là, elles ne courent pas les rues. Et donc, quand on a la chance d'avoir ces personnes autour de nous, évidemment, il faut trouver un moyen de les rémunérer parce que personne ne travaille de manière bénévole. Et donc ces bourses sont vraiment une opportunité pour nous. C'est-à-dire que sans ces bourses, on ne peut pas attirer des chercheurs de l'étranger ou de France, hein, ça dépend, mais on n'est pas… nous, ce qu'on recherche, c'est des compétences en premier lieu. Et donc, ces bourses permettent d'attirer ces personnes. Donc, Daniela est une personne dans mon équipe qui travaille sur la trisomie 21. Et dans mon institut, l'Institut du cerveau, il y a une autre bourse postdoctorale d'un chercheur argentin, Javier Zorrilla de San Martin, et qui, lui, est dans une équipe de physiologistes que j'ai réussi à attirer vers la recherche sur la trisomie 21. Donc, on collabore évidemment beaucoup. Et ce qui fait que ça fait un noyau de recherche sur la trisomie 21 à l'Institut du cerveau, ce qui n'est pas inutile du tout, parce que c'est un endroit où la recherche peut avancer assez vite compte tenu du contexte qu'on peut trouver à cet endroit. Je vais peut-être m'arrêter parce que sinon je peux continuer, mais Daniela? Yes. Donc Daniela ne parle pas, elle comprend assez bien le français, mais pour l'instant, elle ne parle pas très bien, donc elle ne va pas parler en brésilien parce que j'aurais du mal à traduire, mais elle va parler en anglais. Et donc je vais traduire au fur et à mesure, pas des phrases trop longues parce que sinon j'oublierai ce que tu as dit. So, bonsoir. Thanks for inviting me for this very nice discussion today. And also thanks, as Marie-Claude was saying, for the Jérôme Lejeune fellowship. So because of the fellowship, I could join. In fact, Marie-Claude was here at ICN. Alors, je traduis. Donc, Daniela s'est présentée et elle remercie la Fondation Lejeune. Et évidemment, derrière les donateurs, parce que… et ce qui lui a permis de rejoindre l'équipe à l'ICN. So basically, in my project, the team project, in fact, we want to elucidate how the JARC1A gene, as we were discussing already, modulates A-beta and tau pathology in brains of mouse models. Donc, le projet de Daniela consiste à élucider le rôle du gène DIRCA dans les pathologies amyloïdes et tau. Donc, je parlais de la pathologie amyloïde avant, donc les deux pathologies de la maladie d'Alzheimer. Quel est son rôle dans ces deux pathologies de maladie d'Alzheimer? Yes, because as we were already discussing, people with Down syndrome has the triplication of the JARC1 gene, and this gene has been shown to be involved in the Alzheimer's disease also. Neuropathology. So we aim to elucidate how the gene or the overexpression and the downregulation of the gene impacts the pathology in the brain. Donc, ce qu'elle voudrait tester, c'est comment la surexpression et la sous-expression de ce gène pourraient impacter sur les effets sur la maladie d'Alzheimer. Yes. And in parallel, we are doing that also because our team has been showing that JARC1A level, plasma levels, could be a potential biomarker for Alzheimer's disease. So, but how the plasma levels of JARC1A correlates with brain pathology, we still don't know how this occurs. So with our project, we aim to try to associate these different features of the we are having been observing. Et donc, son deuxième but, sera aussi d'essayer de comprendre comment les taux de DIRCA dans le cerveau et dans le sang, comment ces taux sont reliés, puisque dans l'équipe, nous avons pu montrer que DIRCA pourrait être un marqueur du déclin cognitif dans la maladie d'Alzheimer, non seulement dans la trisomie 21, mais aussi dans la maladie d'Alzheimer. Et on a montré, on peut doser, on a mis au point un test qui permet de doser la quantité de protéines DIRCA dans le plasma, dans le sang. Et quand on voit une baisse des taux,
c'est souvent annonciateur d'un déclin cognitif assez proche. Donc, marqueur biologique précoce. Et par contre, comprendre la relation entre ce qui se passe dans le plasma et dans le cerveau, ce n'est pas facile de le faire chez l'homme, évidemment. Donc, Daniela, dans ces modèles souris sur lesquels elle va travailler, elle va regarder ces relations entre les taux sanguins et cérébraux. Voilà. Merci beaucoup. Et évidemment, on comprend là mieux combien la recherche, c'est une synergie. C'est une synergie indispensable, absolument nécessaire entre tous les acteurs, tous ceux qui s'intéressent à ce type de sujet, à ce type de pathologie. Il faut qu'ils puissent se rencontrer, il faut qu'ils puissent travailler ensemble. Il faut effectivement qu'on puisse répondre avec notamment des moyens financiers, mais aussi évidemment des moyens techniques, des moyens matériels, aux besoins du chercheur pour qu'il puisse aller au bout de sa recherche et puis qu'il puisse ouvrir les pistes. Parce que bien souvent, chercher, c'est également ouvrir d'autres voies et d'autres pistes. C'est évidemment multiplier les questions jusqu'à effectivement apporter des réponses précises, particulières. Mais ça passe d'abord par ouvrir avant de fermer. Donc ça, c'est très important, de pouvoir travailler avec l'équipe de Marie-Claude, et ça depuis de nombreuses années, avoir, je dirais, cette proximité d'amitié et de réflexion. C'est quelque chose de très efficace et de très utile. Donc, je remercie infiniment toute ton équipe, Marie-Claude. Nous sommes très heureux vraiment de ce que vous apportez à cette cause qui nous tient à cœur, c'est-à-dire effectivement améliorer la cognition de nos patients et améliorer leur autonomie. Alors, nous avons ici autour de la table, évidemment, le docteur Rebilla, qui est l'expression même de cette mise en relation, si je puis dire, puisque le docteur Rebilla travaille avec un consortium européen sur précisément les interconnexions entre la trisomie et l'Alzheimer. Anne-Sophie, puis-je vous... Merci Thierry, merci de me donner l'opportunité ce soir de vous parler de notre travail à l'Institut Lejeune, notamment dans le diagnostic et la prise en charge de la maladie d'Alzheimer chez les personnes porteuses de trisomie 21. C'est une consultation gériatrique qui est un petit peu particulière parce qu'elle est complètement décloisonnée. Elle est là au service des personnes porteuses de trisomie 21 qui peuvent développer de manière précoce des pathologies liées au vieillissement, mais décloisonnée par rapport à l'âge, puisque nous, on reçoit nos patients dès l'âge de 35-40 ans, et aussi dans un esprit de suivi longitudinal et de prévention pour les accompagner et faire des diagnostics les plus précoces possibles quand, par exemple, une maladie d'Alzheimer se développe. Aujourd'hui, notre consultation suit environ une file active d'1 millier de patients adultes de plus de 35 ans avec trisomie 21 et un tiers environ ont développé une maladie d'Alzheimer. Donc, quand c'est le cas, on accompagne bien sûr les patients tout au long du développement de leur maladie. On continue à les suivre après le diagnostic, tout au long du développement de leur maladie et jusqu'à la fin de leur vie. Voilà. Donc, moi, je voulais redire un petit mot peut-être sur cette slide du lien entre la trisomie 21 et la maladie d'Alzheimer. Marie-Claude l'a déjà évoqué. Donc, sur le chromosome 21, qui comporte environ 300 gènes, il y a celui de l'APP, qui est le gène précurseur de la protéine amyloïde. Cette protéine qui va donc se développer de manière excessive dans le cerveau de nos patients et favoriser le développement d'une maladie d'Alzheimer, sachant que toutes ces modifications sur un plan cérébral ont lieu de manière très progressive et des années avant l'apparition des premiers symptômes cliniques de la maladie. Et donc, on considère aujourd'hui dans le monde scientifique que la trisomie 21 est une forme génétique de maladie d'Alzheimer, liée donc à ce gène de l'APP qui est donc en 3 exemplaires chez nos patients. Et vous voyez sur la courbe qu'à partir de l'âge de 40 ans, le nombre de cas de malades d'Alzheimer chez les personnes avec trisomie 21 augmente de manière exponentielle. C'est à peu près 10% des patients avant 50 ans et plus de 85% d'entre eux après 65 ans qui auront développé une maladie d'Alzheimer. Et donc, nous faisons face à cette réalité
ce qui nous encourage énormément à développer la recherche dans le domaine. Le soin et la recherche sont intimement liés. Et c'est évident que, est-ce que tu peux revenir sur la diapositive avant, excuse-moi, ils sont liés au service de qui? Au service du patient. L'âge moyen de déclaration de cette maladie chez nos patients, c'est 55 ans, c'est beaucoup plus précoce que dans la population générale. Et donc d'ailleurs, les personnes qui ont une trisomie 21, c'est la plus grande proportion de patients qu'on appelle jeunes dans le cadre de l'Alzheimer, c'est-à-dire qui auront développé la maladie d'Alzheimer avant l'âge de 60-65 ans. Voilà. Et la dernière phrase sur cette slide qui est importante, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est la première cause de mortalité chez nos patients. Donc c'est vraiment, c'est notre ennemi. Donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui est un petit peu compliquée. Elle a une expression clinique. Donc, cette expression clinique chez les personnes qui ont une trisomie 21, elle est plus subtile puisqu'ils ont déjà une altération des fonctions cognitives du fait du handicap mental. Et donc, on ne peut pas utiliser les mêmes tests de mémoire, par exemple, que dans la population générale quand on va faire les évaluations, un diagnostic. Et comme je le disais précédemment, avant l'expression des signes cliniques, il y a ces modifications au niveau cérébral qui ont lieu des années avant l'apparition des symptômes. Et vous voyez sur cette courbe, en fait, que la courbe la plus à droite, c'est-à-dire que les symptômes cliniques, c'est ceux qui vont apparaître en dernier, mais des années avant, on peut, par des différentes techniques, et bien mettre en évidence des marqueurs biologiques, notamment de la maladie d'Alzheimer ou en imagerie, et qui seront donc détectables des années avant les symptômes. Par exemple, donc, en réalisant des ponctions lombaires, donc en analysant le liquide céphalorachidien qui va nous donner vraiment des informations de ce qui se passe dans le cerveau chez la personne vivante, bien sûr. En dosant donc, ces fameuses protéines qu'on a évoquées, la protéine amyloïde et la protéine tau, on peut les doser dans le liquide céphalorachidien et on peut aussi, par des techniques d'imagerie, on peut aussi retrouver sous forme d'intensité sur des techniques d'imagerie qu'on appelle TEP, ces molécules qui sont anormalement présentes dans le cerveau de nos patients grâce à des marqueurs, cette fois, radioactifs. Et puis, il y a les examens qui sont classiquement réalisés dans le cadre du diagnostic d'une maladie d'Alzheimer. Bien sûr, il faut un examen clinique, des tests de mémoire, une imagerie cérébrale comme l'IRM, et donc vous voyez toute une partie qu'on réalise dans le cadre de la clinique, et puis d'autres examens qui sont un petit peu plus complexes, comme les imageries TEP, et puis aujourd'hui, dans le cadre du développement de la recherche, donc, entre ce qui était très compliqué, très onéreux, on cherche à développer aussi des marqueurs beaucoup plus simples à doser dans le sang, tout simplement, avec des techniques nouvelles qui sont ultra sensibles et qui permettent de détecter des taux très faibles de protéines dans le sang, en particulier ces protéines amyloïdes et tout. Alors là, sur cette slide, ce qui est important aussi de vous dire, c'est que tous ces examens, tests de mémoire chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle, IRM, fonction lombaire, ça ne paraissait pas du tout évident à réaliser chez des personnes handicapées quand on a commencé notre travail à l'Institut. Et nous, notre travail, c'était justement d'apporter, d'amener toutes ces techniques, toutes ces possibilités d'exploration à nos patients, comme pour n'importe quelle personne qui ferait face à un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Et donc là, c'est aussi l'occasion de remercier la Fondation Jérôme Lejeune et tous les donateurs qui nous ont permis de développer à la fois cette consultation, de développer des réseaux et puis aussi des protocoles de recherche qui sont liés donc à cette maladie. Diapositive suivante. Donc, par exemple, nous avons aujourd'hui une cohorte qui s'appelle Trial 21, dont nous avons recruté à peu près la moitié des 200 patients donc prévus dans le cadre de cette étude, qui sont des personnes adultes âgées d'au moins 35 ans, qui n'ont pas développé de maladie d'Alzheimer et qu'on suit pendant 2 ans avec un certain nombre donc, de ces recherches de biomarqueurs, que ce soit en neurocognition, en test de mémoire, en imagerie cérébrale ou encore des biomarqueurs qui soient sanguins ou en liquide céphalorachidien. Et donc, ces patients donc, viennent dans le cadre du soin à l'Institut et acceptent donc de participer à un protocole de recherche, de rentrer dans une IRM et notamment cette IRM se déroule dans un centre de recherche dont a parlé le docteur Potier, qui est l'Institut du cerveau à la Pitié-Salpêtrière, qui est vraiment expert dans tout ce qui est exploration de la maladie d'Alzheimer. Voilà, diapositive suivante.
Donc, bien sûr, décloisonner et travailler en réseau, travailler ensemble, c'est indispensable. D'ailleurs, on travaille ensemble avec Marie-Claude et tous les résultats de ces marqueurs sont ensuite, bien sûr, mis à disposition de la communauté scientifique dans le cadre de collaboration pour faire avancer la recherche dans ce domaine. Là, il s'agit d'un consortium auquel nous participons, qui est européen, avec une dizaine de centres dans 8 pays d'Europe, et on a encore des collègues qui cherchent à rejoindre notre groupe. Bien sûr, l'idée, c'est pas de travailler tout seul, et surtout sur cette question d'évaluation cognitive, les tests de mémoire, si on pense à l'étape suivante sur laquelle je vais terminer, qui est l'étape thérapeutique, il faut que tous centres cliniques, nous utilisions les mêmes tests de mémoire traduits dans nos différentes langues. Là, c'est ce que nous faisons actuellement. Donc, toute une batterie cognitive qui sera utilisée par tous, chacun dans sa langue. Ça va du norvégien à l'espagnol en passant par le français. Et voilà, donc l'étape ultime, c'est bien sûr, et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est parce qu'on veut un traitement pour les patients qui ont une trisomie 21. On veut un traitement qui préviendra l'apparition de la maladie d'Alzheimer chez ces personnes. Et on sait que ce sont des patients qui ont un risque génétique de développer cette maladie, et donc à qui on peut proposer des traitements à titre préventif, ce qui n'est pas le cas forcément dans la population générale, parce que ce n'est pas facile de distinguer qui est plus à risque qu'un autre. Dans la population des personnes avec trisomie 21, il y a un risque identifié, donc on peut proposer ces traitements, en particulier les thérapies anti-amyloïdes, et donc c'est une étape très proche, et ces essais thérapeutiques qui sont très coûteux. Ils sont aussi très exigeants, les laboratoires demandent énormément de preuves, donc il faut que nos patients, effectivement, puissent réaliser des tests de mémoire, des IRM, des ponctions lombaires, des TEP, des tests sanguins. Voilà, donc c'est une perspective, en tout cas, qui nous donne énormément d'espoir. Voilà, je termine juste en remerciant encore le soutien de tous. Merci, merci beaucoup, docteur. Écoutez, nous respectons parfaitement le timing. Je voudrais bien entendu reprendre ce que vous disiez, docteur Elia. C'est que cette équipe, elle ne vaut que grâce à vous, que grâce à votre générosité, grâce à l'intérêt que vous portez, grâce à votre engagement auprès de la recherche. C'est vous, chers amis, c'est vous, chers donateurs, bien souvent très fidèles, qui êtes là et qui nous permettez, bien entendu, de pouvoir mener toutes ces recherches qui sont des recherches compliquées, qui sont des recherches qui nécessitent beaucoup de talent et des recherches, évidemment, qui nécessitent également beaucoup de moyens. Tout ça ne peut avoir lieu que grâce à vous, grâce à votre générosité, grâce à votre fidélité. Je vous en remercie infiniment. Quelques questions nous remontent alors de votre part. Catherine. Une première question est: existe-t-il des trisomies 21 partielles? Je vais répondre de façon un peu ambiguë à cette question. Alors effectivement, il existe des trisomies partielles où effectivement certaines cellules ne comportent pas 3 chromosomes 21 mais n'en comportent que 2. On appelle cela des trisomies en mosaïque, mais c'est assez rare. Et effectivement, ces trisomies en mosaïque ont un déficit cognitif qui est moins important, moins évolué, moins important que dans la trisomie 21 globale. C'est partiel dans le sens où tout le chromosome 21 ne va pas être en 3 copies. Voilà. Et puis, on peut dire aussi qu'il existe des trisomies 21 où effectivement le déficit d'apprentissage, la capacité d'apprentissage est très variable d'une personne, d'un enfant à un autre, d'un adulte à un autre. Et effectivement, ça aussi, on essaye de comprendre pourquoi certains enfants vont apprendre de façon plus facile ou un trouble de la mémoire qui sera plus ou moins important que d'autres. Et le jour où on va comprendre ça, et nous sommes à l'Institut en train d'essayer avec l'Institut de compiler un petit peu toutes les données depuis plusieurs années dans un entrepôt de données pour arriver à comprendre un peu, ou si on trouve chez certaines personnes qui ont une capacité supérieure d'apprentissage par rapport à d'autres qui ont une capacité inférieure d'apprentissage, de voir si on trouve des signes biochimiques ou des signes cellulaires ou des signaux qui effectivement nous permettraient d'orienter les recherches d'une façon ou d'une autre.
Donc ça aussi, c'est vraiment une capacité d'innovation. Il faut arriver à comprendre pourquoi tous ces enfants ne se développent pas de la même façon. Donc ensuite, une autre question est: travaillez-vous sur des pathologies croisées avec d'autres types de trisomie? Donc effectivement, on travaille de façon majoritaire sur la trisomie 21. On travaille peu sur d'autres trisomies. Premièrement, il n'y a pas beaucoup de trisomies qui soient viables. Mais effectivement, on travaille beaucoup à la Fondation Jérôme Lejeune et on sponsorise un grand nombre de données sur d'autres pathologies, pas forcément des trisomies, mais qui ont un déficit intellectuel. Et le fait que les chercheurs travaillent sur les autres pathologies, ça nous aide aussi à comprendre, comme le fonctionnement cellulaire, le fonctionnement des cerveaux, et effectivement, tout ce fonctionnement qu'on a acquis, cet apprentissage, ces connaissances que l'on acquiert, effectivement, permet nous aussi de comprendre mieux toute la pathologie trisomie, et ça, c'est très important pour les chercheurs et bien sûr pour nous tous. Une dernière question, pour moi, qu'appelez-vous volontaire sain dans les travaux sur la trisomie, c'est-à-dire dans tout développement pharmaceutique, lorsqu'effectivement une molécule est mise au point et lorsqu'on a évalué sur des modèles cellulaires, sur des modèles animaux, que la molécule est efficace et que la molécule est non toxique. À ce moment-là, suite au dépôt d'un dossier au niveau des autorités enregistrement françaises, européennes et américaines, à ce moment-là, on peut administrer cette nouvelle molécule, ce nouveau médicament, on peut l'administrer chez des personnes. Mais bien sûr, on ne va pas d'abord l'administrer chez des personnes qui ont la trisomie 21. On veut confirmer les premiers résultats qui ont été auparavant effectués sur des cellules ou sur des animaux. On veut le confirmer chez des personnes qui ne sont pas malades ou effectivement qui seront hospitalisées pendant 1 à 2 jours. Et effectivement, ces personnes vont être complètement bien surveillées, des examens radiologiques, des examens biochimiques, des examens biologiques, pour effectivement confirmer qu'après une administration unique ou une administration répétée, cette molécule n'est pas toxique et peut ensuite être administrée à d'autres personnes et en particulier à des personnes avec trisomie 21. Donc, ce sont des volontaires sains qui effectivement se prêtent à ce travail, à ces études pendant quelques jours. Merci, docteur Lemonnier. Vous avez une question? J'ai une question. Pensez-vous que les traitements à venir sur la trisomie 21 seront efficaces pour la trisomie 9P court, c'est ça? 9P court. Oui. Alors, ça, je ne connais pas vraiment cette trisomie. Translocation, éventuellement. Oui. Peut-être une translocation. Alors, si les traitements actuels sont quand même peu dirigés vers le mécanisme initial de la trisomie, ce qu'on appelle la non-disjonction des chromosomes au moment de la méiose où les gamètes se forment. Il y a pour l'instant très peu de pistes. Il y a des choses qui sont en cours, mais enfin très peu de pistes, au moins thérapeutiques. Donc, les traitements, faudrait voir. Là, je pense que Joker, je ne sais pas si vous connaissez vraiment, mais en tous les cas, c'est certainement des groupes de gènes dans la trisomie 9P courte, des gènes qui sont différents de ceux du chromosome 21. Est-ce qu'il y a des fonctions communes, peut-être? Ce serait à creuser. Mais voilà, je n'ai pas de réponse très précise à vous donner. Peut-être faudrait creuser un peu plus. Une autre question, c'est si demain, et la question est pour tout le monde, si demain nous trouvons un remède pour améliorer la connaissance, la cognition, comment concernera-t-il uniquement les jeunes enfants ou sera-t-il également efficace chez les adultes? Ma réponse serait, effectivement, nous cherchons à améliorer l'apprentissage et la mémoire chez les enfants et les adultes. C'est vraiment chez les deux. Est-ce que les premières études seront probablement d'abord chez des jeunes adultes ou des grands adolescents et des jeunes adultes? Et après ça, on essaiera très rapidement de faire évoluer le plus possible les protocoles de traitement vers la pédiatrie. Mais il est probable qu'on ne puisse pas commencer d'emblée chez des tout jeunes enfants et qu'on commencera plutôt vers des adolescents. Et effectivement, si on a des traitements qui sont plus orientés vers la maladie d'Alzheimer, là, probablement, ça sera en prévention de la maladie d'Alzheimer, plus que sur des maladies d'Alzheimer complètement avancées et complètement définies. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Sophie, sur effectivement les traitements dans la maladie d'Alzheimer.
Je pense qu'on serait plutôt maintenant dans des phases Oui. précoces de développement dès l'apparition des premiers signes avant-coureurs. Dans la population générale, c'est sûr que ça concerne des phases précoces et voire ce qu'on appelle prodromal, ou à la frontière entre juste avant les premiers symptômes, et surtout chez nos patients qui ont une trisomie 21, c'est sûr que la cible, c'est la prévention. Et alors moi, j'aurais juste un petit, en tant que neurobiologiste, on sait que le cerveau, une de ses particularités, c'est la plasticité, c'est-à-dire, on voit chez les enfants, hein, le cerveau, on dit souvent que c'est un peu comme une éponge, donc on peut évidemment moduler le fonctionnement du cerveau beaucoup plus facilement chez les enfants, avec aussi une espèce enfin, il faut évidemment faire attention, mais je pense que les capacités de modulation et de plasticité du cerveau sont plus ouvertes et plus vastes chez les jeunes enfants que chez les personnes adultes. Hein. Donc, mais d'un point de vue purement essai thérapeutique, c'est difficile d'aller directement vers un traitement chez les enfants, si ce n'est que, par exemple, les autorités européennes ont un circuit assez court pour développer des essais cliniques chez l'enfant. Donc, la première chose, c'est, on parlait des volontaires sains, confirmer et être sûr que le traitement n'est pas toxique et bien supporté. Et ensuite, évidemment… Et ensuite, à plus long terme, effectivement, ça serait d'envisager, si le traitement a été démontré déjà efficace chez des enfants ou des jeunes adultes, c'est de pouvoir commencer ce traitement le plus tôt possible dès l'annonce du diagnostic. Et effectivement, déjà, certaines équipes commencent à réfléchir sur l'administration d'un traitement qui n'existe pas encore, mais enfin réfléchissent là-dessus, chez une personne, chez une maman à qui on vient d'annoncer le diagnostic de trisomie pour son enfant. Là, il y avait une question qui rejoint un peu ce dont on discute au regard de l'avancée des recherches. Est-ce qu'il est possible d'envisager de soigner au moins partiellement la déficience intellectuelle des enfants trisomiques? C'est bien le but des recherches et je pense qu'on y arrivera. Alors, c'est vrai qu'on a mis le premier pas sur la Lune avant peut-être d'avoir le traitement qu'on pourrait nommer miracle, mais je pense qu'on a des pistes qui semblent assez prometteuse, hein, on peut le dire, avec des essais cliniques. Il y a eu quand même un essai clinique qui a été conduit par l'Institut Jérôme Lejeune en partie, hein, puisque ça a été fait dans plusieurs pays européens, qui a montré quand même des effets bénéfiques de l'inhibition de cette protéine DIRK1. Donc évidemment, après, il faut affiner les molécules, et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement, mais on peut espérer tout à fait améliorer les déficits cognitifs, et essayer d'apporter plus d'autonomie. Hein. C'est vraiment le but général. Hein. Plus d'autonomie, plus de mémoire à court terme, plus d'apprentissage et effectivement, du coup, plus d'autonomie des personnes avec trisomie 21 dans la vie. Il ne faut pas sous-estimer tout ce qu'on peut faire avec des méthodes non pharmacologiques, évidemment. Mais la combinaison peut-être peut aider. Hein. Surtout pour le maintien, puisque, je ne sais pas, il y a sans doute des parents en ligne. Il y a des méthodes non pharmacologiques qui sont relativement efficaces, mais dans la durée, peut-être moins. Donc, le but, c'est vraiment de consolider un peu tout ce qui peut être fait et d'associer des méthodes. Hein. Voilà. Effectivement, il y a eu des gros progrès, par exemple, avec toutes les études qui ont été faites chez l'apnée du sommeil de l'enfant, où effectivement, la recherche, le dépistage de l'apnée du sommeil chez les enfants avec trisomie 21 a permis effectivement de détecter un certain nombre d'enfants avec apnée du sommeil et du coup de traiter ces apnées du sommeil. Et on sait très bien que lorsqu'on ne dort pas très bien la nuit, le lendemain matin, on n'est pas très efficace. Ben, pour les enfants avec trisomie 21, c'est la même chose. Mieux ces enfants dorment la nuit, plus ils sont efficaces le lendemain pour tous les apprentissages. Et c'est un regard très positif qu'on peut avoir sur le travail fait par cette conjonction justement des cliniciens et des chercheurs. Et cette observation, c'est que aujourd'hui, effectivement, les personnes qui sont porteurs d'une trisomie 21 ont des capacités physiques, ont des capacités intellectuelles, des capacités d'apprentissage qui s'améliorent petit à petit, pas à pas. Nous avons un médecin à l'Institut, le docteur Ravel,
qui rappelait effectivement un chiffre qu'il estimait être extrêmement indicateur, qui est qu'en l'espace de 30 ans, les personnes touchées par une crise de 21 ont vu leur coefficient intellectuel, alors c'est une mesure évidemment insuffisante et limitée, mais que cette augmentation du coefficient intellectuel a cru d'une vingtaine de points. Donc on voit quand même que cette conjonction entre le traitement clinique, tous les éléments de stimulation, toute la finesse du diagnostic, toute la prise en charge précoce de toutes les comorbidités liées à la crise 21 permet un confort de vivre, un bien-être bien supérieur aujourd'hui. Alors maintenant, on attend, et bien entendu, le pas supplémentaire, le pas de plus, qui pourrait être apporté par une voie thérapeutique. Alors, il y a quelques années, ces voies thérapeutiques, elles n'étaient que des idées, que des projets. Aujourd'hui, les voies thérapeutiques, eh bien, elles sont engagées. Tu rappelais le travail de ce laboratoire assez immune, qui travaille depuis 10 ans sur un projet thérapeutique et qui semble aujourd'hui voilà, présenter des indications très prometteuses. Il y a à la Fondation Jérôme Lejeune plusieurs voies thérapeutiques que le docteur Lemonnier nous a présentées. Il y a également, donc, du côté d'Horizon 21, toute une convergence d'efforts qui produit des résultats dans la connaissance des phénomènes, dans le contrôle des phénomènes, dans la finesse de ces projets de marqueurs, de biomarqueurs qui permettent d'affiner des diagnostics et puis effectivement de travailler sur tous les symptômes prédromaux. Donc, il y a des perspectives, je dirais que on a besoin, bien entendu, d'être confronté maintenant aux premiers résultats. Si tout se déroule comme le souhaitent les laboratoires qui poussent aujourd'hui leurs molécules, ben pourquoi dans 5-6 ans n'aurions-nous pas une molécule active sur le marché? En tout cas, voilà, c'est évidemment, nous, notre acte de foi, nous en sommes convaincus, et tous les indicateurs que l'on a nous laissent comprendre que c'est à la portée de notre recherche, à la portée de nos chercheurs. Donc il faut absolument prolonger notre effort intellectuel, bien entendu, technique, professionnel, et puis je me tourne vers vous, chers amis donateurs. Il faut également que vous nous aidiez à prolonger l'effort, évidemment, financier, parce que c'est comme partout ailleurs, c'est le nerf de la guerre. Et on a besoin de cette solidarité de nous tous pour pouvoir proposer demain à nos enfants, à nos patients, eh bien, des solutions qui leur permettra de mieux vivre, d'être beaucoup plus autonomes, de s'intégrer plus facilement dans la vie active, et puis de libérer, en fait, compte, les capacités qu'ils ont en eux, mais qui sont, comme on le disait, le mot revient tout le temps, inhibées par la présence de ce 3e chromosome. Désinhibons nos amis, nos patients, et permettons-leur, voilà, tous ensemble, grâce à vous, de vivre une vie plus confortable, plus autonome, qui puissent voilà, accéder à tout ce qui ne leur est pas encore permis et autorisé. Voilà notre vœu, voilà notre bataille quotidienne, et voilà aussi le projet qui nous réunit autour de la table ce soir. Merci à vous tous.